Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on vous propose un épisode qui va être festif parce qu'on veut vous amener dans un voyage culinaire au cœur de la Méditerranée. On va explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler un Noël méditerranéen, traditionnel, rassembleur, riche, généreux, qui est ancré dans l'histoire avec des aliments de qualité comme les viandes, les poissons, les fromages, les herbes, les agrumes, bref, de la vraie nourriture, l'art de la table, le plaisir d'être ensemble puis de se connecter aux humains qui vivent autour de nous. Exactement. Mais en même temps, c'est un modèle incroyablement intéressant pour notre santé métabolique. Le but Oui. d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer comment les traditions culinaires des pays de la Méditerranée peuvent inspirer votre temps des fêtes pour qu'il soit plus savoureux avec un peu de nouveauté et de santé à table. On va vous parler d'histoire, de pratiques simples, d'ingrédients clés, des menus, des astuces métaboliques et surtout comment être dans le plaisir sans se sentir gonflé, sans avoir besoin de défaire nos jeans, sans se sentir vidé, épuisé le lendemain de Noël. Mais moi, je dirais bien plus pendant toute la période des fêtes. Mon époux dit toujours, écoute, on est rendu au premier repas festif, puis j'ai déjà plus faim, puis je sais qu'il y en a genre 3, 4 autres qui s'en viennent. Bref, on veut vous outiller. À la fin de l'épisode, on va vous offrir non pas une astuce, mais plusieurs astuces simples pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais avant d'aller plus loin, on veut vous mentionner qu'à la demande générale, on organise encore un jeûne de groupe virtuel en janvier du 18 au 22. Et si vous vous demandez c'est quoi un jeûne de groupe virtuel, c'est un événement qui est entièrement en ligne, dans lequel on en apprend davantage, bien évidemment sur le jeûne, mais aussi sur les bienfaits pour la santé et sur d'autres aspects qui nous permettent d'optimiser notre santé physique, notre santé mentale. Tout le monde peut participer. Vous pouvez venir même si vous n'avez pas l'intention de jeûner, si vous voulez faire du jeûne intermittent, des 24 heures, des 36, des 3 jours, ou même si vous vous dites, écoute, je vais commencer, je ne sais pas où ça va me mener, un repas à la fois, puis je verrai, ça, tout le monde est bienvenu. Le jeûne de groupe de janvier, c'est le plus populaire. Il est tout le temps plein. On s'attend à être dans le coin de 500 et on vous l'a déjà mentionné, mais pour des raisons de licence de plateforme, on peut pas dépasser le 500. Fait que si ça vous tente, là, faites vite. C'est le temps de réserver. Prévoyez déjà qu'en janvier, après le temps des fêtes, vous allez avoir besoin de faire le grand ménage dans votre corps Oui. pour commencer l'année 2026 en beauté, en santé métabolique. Inscrivez-vous tout de suite sur solution-santé.ca. Solution avec un S, hein? Solution. Yes! Et santé Exactement. sans « et ». Oui, on peut maintenant mettre des accents dans les URL, mais c'est pas assez bien connu, fait que bon, c'est ça. Alors, quand on pense à Noël ici au Québec, on visualise tout de suite là, les repas lourds, hein, de la tourtière, des pâtés à viande, de la grosse dinde rôtie, des patates pilées, de la salade de macaroni, la bûche de Noël, de l'alcool et beaucoup de sucre, incluant la tarte au sucre et le sucre à la crème de ma tante Ginette. Moi, c'est ma tante Yolande. Voilà. On sort de table essoufflé, mais malgré ça, il est pas rare qu'on ait envie de manger 2, 3 biscuits et plus 2, 3 heures plus tard. Ouais, voilà. Les lendemains des gros soupers festifs, hein, on se lève fatigué, lourd, enflé, bouffi, hein, parfois avec un petit mal de tête, un petit peu de rétention d'eau, hein, les bagues tournent plus. Bon, Puis tu sais qu'au niveau de la Méditerranée, les repas festifs, c'est plus sur des bases différentes, hein. C'est plus simple, mais c'est extrêmement goûteux. C'est vraiment haut en goût. Des agneaux rôtis, des poissons entiers qui sont cuits au four, des légumes grillés super bien assaisonnés avec de l'huile d'olive, des citrons, des herbes. On sert des fruits pour le dessert ou, tu sais, un petit carré de baklava, une tranche de panettone. On finit le repas rassasié, bien évidemment, mais on se sent pas écrasé. les traditions culinaires méditerranéennes incluent généralement une variété d'aliments incluant des produits animaux, hein, la volaille, l'agneau, le mouton, le poisson, les œufs, les fromages, en quantité variable selon les régions et les familles. C'est donc pas vraiment
tu sais, le modèle méditerranéen, là, des fois, il y a des gens qui l'associent, même des professionnels de la santé ou des chercheurs ou des écrivains dans les médias sociaux, associent ça un peu à un modèle basé sur les végétaux, hein, plant-based qu'on appelle. Mais historiquement parlant, traditionnellement parlant, c'est pas réel, ça. Donc, oui, les végétaux occupent une place importante dans l'assiette, mais il y a de la place aussi pour les produits animaliers. L'idée, en fait, c'est plutôt la diversité, la simplicité et la mise en valeur des aliments réels, vrais et locaux. Oui, c'est vraiment ce qui distingue les traditions culinaires de la Méditerranée de ce qu'on fait, nous, en Amérique du Nord. Et c'est pas la présence ou l'absence de certains groupes d'aliments, mais plutôt la façon dont on va les préparer et les intégrer dans le repas. On parle d'aliments simples qui sont pas transformés, qui sont proches de leur forme naturelle, que c'est utilisé avec des techniques qui respectent le goût, la qualité. C'est souvent des recettes qu'on transmet de génération en génération, qui sont faites maison, avec des ingrédients qu'on reconnaît, rien de bizarre. Puis l'idée ici, c'est de mettre en valeur une cuisine qui va privilégier l'authenticité, la simplicité, le goût, le vrai. Quand on regarde cette façon-là de cuisiner, tu sais, qui est simple, qui est authentique, qui est pleine de petits gestes transmis d'une génération à l'autre, on réalise en fait que ce qui fait la force de ces traditions-là autour du bassin méditerranéen, c'est pas seulement ce qu'on met dans l'assiette, mais c'est le fait de cuisiner très souvent ensemble, en fait, de prendre ce moment-là, d'être dans le moment présent, autour de la table, dans la cuisine, de créer quelque chose soi-même avec la famille. C'est exactement ça. Je te dirais que c'est là surtout qu'on observe le contraste avec nous, ce qu'on vit aujourd'hui pendant les fêtes. Parce que même si on a accès à une abondance d'ingrédients. On a plein d'outils pour cuisiner. Nos cuisines débordent d'outils de toutes sortes. C'est quand même devenu un défi pour beaucoup de gens en Amérique du Nord de cuisiner. Je pense pas que c'est par manque d'intérêt. Je pense pas que c'est par manque de talent. Je pense que c'est par manque de temps. L'énergie, on dirait qu'on n'a pas la marge pour le faire. Et je pense aussi que nos traditions se sont perdues au fil des années. Posons la question. Donc, pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes n'arrivent plus à cuisiner à Noël et comment peut-on retrouver ce plaisir-là, mais tu sais, de façon réaliste? Ben, je pense qu'avant même de parler de solutions ou d'idées nouvelles, je pense que c'est important de se demander qu'est-ce qui fait que pour beaucoup de personnes, cuisiner pendant le temps des fêtes, c'est devenu un vrai défi. C'est pas le manque d'intérêt, c'est vraiment quelque chose de plus profond, de plus global. Oui, la première chose, moi, qui me vient en tête, ben, c'est tout simplement la fatigue. Hein? La Laquelle? fatigue! Hein? Laquelle? Non, mais c'est notre réalité en décembre. C'est comme un sprint final vers la fin de Ouais. l'année. Le travail, les échéances, les invitations qui fusent de toutes parts, les préparatifs, mais surtout par ici, hein, le froid qui s'installe avec la gestion familiale, mais la noirceur aussi qui s'installe, hein, ça Oui. nous rend, on dirait, plus fatigués. Tout le monde ces temps-ci dit: «Ah mon Dieu que j'ai hâte aux vacances. Ah mon Dieu que j'ai besoin de vacances». Puis, ben, se rajoute à ça, en particulier en Amérique du Nord, je dirais à notre latitude, à nous, les multiples rhumes, grippes et virus respiratoires qui sont très typiques de cette saison-ci, puis qui nous rendent encore plus fatigués, en fait. Fait que la baisse de la lumière en soi, ça fait baisser aussi l'énergie, hein, de manière proportionnelle. On se sent plus, on a envie d'être mou, habillé en mou, c'est une divan mou, tu sais. Cocooning. C'est ça, fait que tu sais, puis c'est certain que c'est pas la même chose à l'équateur, disons. Fait que c'est normal que notre réservoir soit un peu vide. Quand j'habitais à Singapour, c'est très proche de l'équateur, hein. En fait, les journées ont 12 heures. Il y a 12 heures de luminosité, 12 heures. Tu es venu plusieurs fois, tu le sais. Les gens ne De vivent 7 à pas 7. Tu te lèves voilà, à 6, il fait noir. À 7, il fait soleil. À ouais. 6, il fait clair. À 7, il fait noir. Tous C'est les ça, jours. mais tous les jours et il y a de la chaleur et du beau soleil tous les jours, donc les gens n'ont pas cette déprime du mois de novembre, du mois de décembre. Ça, c'est quand même Ouais. assez typique du Québec, l'Amérique du Nord. Puis et bien sûr, la Méditerranée n'est pas sur l'équateur, mais la Méditerranée, je pense, bénéficie d'un peu plus de luminosité puis Je d'un peu pense que moins de froideur que dans notre climat québécois. Ce qui fait en fait que chez nous, ben novembre, décembre, notre réservoir est un peu plus vide.
Alors, quand on est déjà fatigué, épuisé, tanné, écœuré, ben l'idée de cuisiner peut, rapidement devenir une autre tâche, puis ça devient encore plus lourd, tu sais, ça c'est pas un plaisir, c'est une tâche, là, Ah, c'est faut que je le une besogne. fasse. Oui, c'est ça. Donc, surtout que la cuisine des fêtes aussi, hein, c'est quelque chose qui est, fondamentalement au Québec, c'est puis on va en parler, c'est des gros plats, hein, il y a beaucoup de portions là-dedans, fait que c'est pas on se fait pas une petite affaire de rien du tout juste pour soi, tout léger en quelques minutes. C'est des gros plats qui prennent souvent du temps à préparer et à faire cuire. Oui, puis il y a quelque chose d'assez humain. On a, un peu perdu des compétences, certaines compétences culinaires, pas par paresse, mais parce qu'on vit dans un environnement où tout est devenu accessible, tout est facile, tout est rapide, il y a plein de prêts à servir. Nos générations précédentes cuisinaient beaucoup par nécessité. Elles a nos anciennes générations avaient leur propre savoir-faire, leur propre rituel, mais aujourd'hui, c'est différent. Nos journées sont, dans une structure complètement différente. Là, bon, on a tendance à se tourner davantage vers des solutions qui sont pratiques parce que, ça nous permet d'arriver à tout faire, de tout concilier. Oui, parce que regarde, l'autre chose, là, c'est que la structure familiale ici, elle est différente de la structure familiale Oui, traditionnelle des absolument. pays de la Méditerranée. Ici, la très grande majorité des foyers sont à double revenu, ce qui veut dire que deux personnes travaillent à temps plein à l'extérieur, mais ça fait moins de temps pour cuisiner quand on Clairement. est deux à devoir jongler avec tout le reste, hein. À titre comparatif, par exemple, si on compare le Québec avec les pays, certains pays de la Méditerranée, là, dans leur ensemble, 76 à 78 des femmes québécoises sont sur le marché du travail, les femmes qui ont entre 15 et 64 ans, alors que 52,5 des Italiennes et 66,4 des Françaises My God! travaillent à l'extérieur et que ça fait une différence, ça aussi. Aussi, au Québec, on a moins tendance à habiter proche de notre parenté, tu sais, sous le même toit, ça se fait pas tant, à 2 pas, dans le même quartier, dans la même rue. C'est pas traditionnel ici de habiter proche de notre parenté, de notre, famille, hein. Les enfants ici quittent le foyer après les études ou même avant, hein, s'ils vont dans une autre ville pour faire leurs études. Puis chacun habite chez soi, souvent dans des villes différentes, donc il y a moins d'entraide pour gérer, tout ce qu'il y a à gérer pour pouvoir préparer des fêtes traditionnelles. Puis tu sais, ça, c'est pas mal. Tu sais, c'est pas mal en soi, c'est juste la réalité dans laquelle on évolue, puis ça continue de changer avec Ouais. le temps. Puis il y a aussi l'industrie alimentaire qui a beaucoup transformé nos traditions. Tout est pensé pour être beau, rapide, festif, facile à consommer. Il y a une panoplie de desserts industriels qui a remplacé les traditionnels fruits et noix qui avant étaient des aliments qu'on sortait lors des fêtes. Maintenant, c'est dans notre quotidien, ça a perdu un peu de son intérêt. Les petites bouchées qui sont prêtes à cuire, ben ça a pris la place des repas plus familiaux, traditionnels, parce que ça demande moins de préparation. On s'en rend même pas compte, là. Les traditions, ben elles se sont aussi adaptées à notre rythme de vie qui est full moderne. Comprend mieux pourquoi cuisiner est devenu plus difficile pour beaucoup d'entre nous, ben on peut, aborder la suite avec beaucoup plus de compassion pour soi-même, hein. Comme tu le dis, c'est pas mal, c'est juste ça l'état des choses actuellement. Parce que cuisiner, hein, c'est pas seulement une compétence, c'est aussi une histoire, des souvenirs, traditions, parfois même, ben souvent même, je dirais, des émotions qui se Oui. répètent année après année, hein. Je suis, certaine, Sophie, que tu as des souvenirs de ton enfance où tu cuisinais avec ta maman, puis il y avait de la musique de Noël, puis ça sentait bon. Il faisait chaud. Oui, ce qui est rare chez vous de de nos jours. Mais tu sais, quand tu cuisines, là, il y a les fourneaux fonctionnent et Oui, l'ambiance, elle est chaude. Il fait chaud dans la oui. maison. Ça, tu vois, c'est dans tu me dis ça, tout de suite, mon cerveau est parti dans un souvenir. Dans ma famille, on fait 3 sortes de desserts qu'on fait que à Noël. Puis quand ma mère en faisait, elle en faisait en très grande quantité. Fait que dès que j'ai eu un âge pour lui donner un bon coup de main, pas juste manger au fur et à mesure qu'elle les sortait du four, ben je lui donnais un coup de main. Puis du moment où tu me dis: «Je suis certaine que», tout de suite, mon cerveau est parti, puis là, je me suis sentie dans cette ambiance chaleureuse-là. C'est des souvenirs tellement puissants. Mais c'est ça aussi, hein, cuisiner ensemble, cuisiner pour le temps des fêtes, il y a de l'histoire, il y a de l'émotion, il y a des souvenirs, ouais. Ça se répète année après année. Moi, je pense que c'est important de se rappeler que notre corps, mais aussi notre cerveau, tu sais, la neuroscientifique en moi est pas capable de faire abstraction de tout ça,
le cerveau adore fonctionner par familiarité. Notre corps, notre cerveau aime ce qui est connu, aime ça être dans ses pantoufles. Il aime ça retourner dans ce qu'il a déjà vécu, ce qui évoque des sentiments de sécurité. Et ça, ben, ça influence évidemment beaucoup nos choix alimentaires durant le temps des fêtes. OK, passons maintenant à comment les gens consomment ce qu'ils connaissent et comment changer ça. Bien, pas changer du tout au tout, là, mais apporter une petite vague de fraîcheur et de changement, de petits changements. Le cerveau adore les habitudes. Puis c'est vraiment sa façon à lui d'économiser de l'énergie. Il s'en va vers du connu, c'est facile, facile, facile. Fait que si depuis toujours, le Noël est associé à de la tourtière, du sucre à crème, à une recette familiale X, ben c'est normal que notre cerveau nous propose spontanément, aussitôt que décembre arrive, de retourner dans ça. C'est un peu comme un pilote automatique alimentaire, là, dans le fond. On retourne naturellement vers ce qui est familier, ce qui a marqué nos moments heureux, ce qui faisait des rassemblements. Puis c'est très beau, ça, en fait, tu sais, ton histoire de 3 desserts avec ta mère qui ne sont faits qu'à Noël. C'est beau. Et on ne veut pas nécessairement changer ça, mais on peut peut-être apporter quelques nuances ici. Donc, si on souhaite introduire des nouveautés pour la santé, hein, pour le plaisir ou juste pour varier, c'est pas nécessaire de tout transformer d'un coup. On peut avancer à petits pas avec des petits gestes simples. Par exemple, au lieu de refaire tout le menu, on peut simplement ajouter un plat qui vient de la Méditerranée parmi les classiques. On peut remplacer une entrée par une version plus fraîche, plus colorée. On peut essayer une cuisson plus simple, cuire un poisson entier au four ou un poulet aux herbes. On peut faire juste des petits changements, puis ça va ouvrir la porte à beaucoup de créativité et de plaisir. Et parfois, là, juste un seul plat, ça va changer complètement l'ambiance autour de la table. Et ce qui est magnifique, c'est que ces petites nouveautés peuvent devenir de nouveaux souvenirs, de nouvelles traditions ou façons de faire, de nouvelles émotions gustatives qu'on va associer au fil du temps à la période des fêtes. Donc, les traditions, c'est pas figé, elles évoluent avec nous. On peut honorer ce qu'on a toujours connu tout en faisant une petite place à ce qui nous fait du bien aujourd'hui. Oui, puis je pense que c'est là que la cuisine méditerranéenne peut devenir super inspirante. Pas, et pas parce qu'elle est meilleure ou qu'elle devrait venir remplacer nos traditions, mais parce que la cuisine méditerranéenne propose aussi une façon différente de composer l'assiette, plus simple, plus colorée, plus naturelle. Puis ça, ben souvent, c'est très aligné avec ce que notre corps adore recevoir. Exactement. Et c'est pas seulement une question de goût non plus, bien que ça soit délicieux. Puis on le sait parce que dans notre livre, La cuisine méditerranéenne métabolique, toutes les recettes sont vraiment délicieuses. Miam! Mais c'est aussi une question de ressenti. Bon, beaucoup de personnes remarquent qu'après un repas inspiré de la Méditerranée, ces personnes-là se sentent plus légères, stables, bien nourries, sans l'espèce de, tu sais, de coup de fatigue là, qui suit parfois les repas plus traditionnels, plus copieux. Explorons donc certains de ces ingrédients emblématiques, pas pour dire qu'il faut les adopter absolument, mais pour comprendre pourquoi les ingrédients typiques qu'on retrouve dans l'alimentation, dans l'art culinaire méditerranéen, soutiennent si bien l'énergie, la santé et le taux de sucre dans le sang, et comment ils peuvent s'intégrer naturellement dans un menu des fêtes québécois. On va parler de leurs saveurs, leurs usages et aussi ce qu'ils apportent métaboliquement, toujours dans une perspective de simplicité et surtout de plaisir. C'est le temps des fêtes quand même, là. Alors, découvrons ensemble des ingrédients de la Méditerranée et ce qui les rend si intéressants pour nos repas de Noël, comme pour notre bien-être en général, notre bien-être physique et mental. Voici 6 ingrédients méditerranéens et leurs bénéfices métaboliques. J'ai le goût de vous dire, vous connaissez le premier, assurément. Envoyez-nous un, envoyez-nous un courriel à info@solution-santé.ca et dites-nous, je le savais, Sophie, que tu étais pour parler de l'huile d'olive, mais je vais préciser extra vierge parce que l'huile d'olive extra vierge, c'est vraiment un pilier dans le mode de vie méditerranéen. Scientifiquement, ce qui va la distinguer, c'est sa richesse en acides gras monoinsaturés, principalement l'acide
oléiques, mais aussi elle contient une panoplie de polyphénols. Ben ça, c'est des puissants antioxydants. Et ces composés ont démontré des effets anti-inflammatoires mesurables, notamment en réduisant le stress oxydatif et ses marqueurs. Et sur le plan métabolique, ce qu'on observe, c'est que ces gras-là vont favoriser une meilleure sensibilité à l'insuline. Puis ça, ben, ça va aider le corps à gérer le glucose d'une façon beaucoup plus stable, on va se le dire. Et comme elle est très stable à la chaleur, ben, l'huile d'olive, ça va donner un goût extraordinaire aux légumes rôtis, tout en préservant ses propriétés. Et là, si vous vous dites: «Ah ouais, je savais pas tout ça», puis ça vous tente d'en savoir plus, ben allez écouter ou réécouter l'épisode 79. On a fait une superbe entrevue avec une productrice d'huile d'olive. Numéro 2, poissons et fruits de mer. Les poissons et fruits de mer, surtout ceux qui sont riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines, le maquereau ou certaines crevettes, portent des acides EPA et DHA. C'est des oméga 3 qui ont une action reconnue sur la modulation de l'inflammation, mais aussi sur la communication neuronale, donc la façon dont les neurones communiquent. Là, inflammation, je fais une petite parenthèse. Les gens me disent souvent: «Ah oui, hey, oui, moi je me lève le matin, là, j'ai les doigts enflés». Non, on parle pas d'enflure ou d'édème, quand on parle d'inflammation, on parle du système immunitaire qui est en activité, puis ça peut être une activité normale et souhaitable, mais ça peut aussi être une activité qui s'est établie de manière chronique et qui est moins souhaitable. Donc, les oméga 3 aident à ce niveau-là. Sur le plan mental et émotionnel, plusieurs études montrent qu'un apport suffisant en EPA et en DHA est associé à une meilleure stabilité de l'humeur, ce qui peut être particulièrement utile pendant l'hiver. En période des fêtes où les gens sont souvent, où les repas sont souvent plus riches, j'allais dire Les les gens gens sont plus plus riches. riches. On n'est pas plus riches, on dépense, hein? Fait qu'on est non, les repas sont riches. Le poisson peut apporter, hein, un peu de légèreté Oui, tout en soutenant la satiété grâce à sa teneur élevée en protéines de qualité. tout à fait. Numéro 3. Les viandes rôties aux herbes. Les viandes, la volaille, l'agneau, le porc, selon les traditions, ben, ça fournit des protéines qui sont complètes. Puis les protéines, ben, ça a plusieurs effets métaboliques positifs. Ça va stimuler une hormone qu'on appelle GLP-1 qui va favoriser la satiété. Ça va ralentir la vidange gastrique et ça va aussi contribuer à stabiliser la glycémie après le repas. On sait que les protéines soutiennent aussi la construction, le maintien de la masse osseuse, la masse musculaire. C'est un tissu qui est très important aussi pour la régulation du glucose. Et quand on cuisine des viandes avec des herbes comme le romarin, le thym, l'origan, bien sûr que ça rehausse le goût, c'est délicieux, mais c'est pas juste le goût. On rajoute un petit quelque chose de plus, puis ça, ben, on va vous revenir là-dessus dans quelques minutes. 4e ingrédient clé de la Méditerranée qu'on peut mettre à notre table à nous, les agrumes et le citron. Les agrumes, ça apporte bien sûr de la vitamine C. Ça, tout le monde pense orange, vitamine C. Cette association-là est faite dans notre tête depuis longtemps. Mais les agrumes apportent aussi des fibres solubles, surtout si on garde un petit peu là, tu sais, la petite fine membrane blanche là, autour des quartiers. Si on en garde un peu, ben, ça rehausse le profil des fibres de notre agrume. Les agrumes contiennent plusieurs composés aromatiques qui soutiennent la digestion aussi. La vitamine C, ça contribue à réduire le stress oxydatif. Quand vous entendez stress oxydatif ou antioxydant, pour rendre ça simple, là, pensez qu'il y a un petit peu de rouille qui s'accumule à l'intérieur de notre corps. Puis ça, c'est le stress oxydatif. Donc, il y a de la rouille. Puis un antioxydant, c'est quelque chose qui va nous aider à décaper la rouille à l'intérieur. Bon, c'est une image un peu simpliste, là, mais ça nous aide à nous rappeler c'est quoi ça déjà, le stress oxydatif. La vitamine C, ça participe au bon fonctionnement du système immunitaire, ce qui est toujours utile dans notre latitude à nous. Cela dit, petite précision scientifique, même si on associe naturellement vitamine C, agrumes, pamplemousse le matin, jus d'orange, etc., certains légumes comme le brocoli ou les poivrons en contiennent encore plus. Oui. Donc, l'idée ici, c'est pas de dire les agrumes sont la meilleure source, mais plutôt de dire qu'ils offrent
une manière festive, fraîche et agréable d'en consommer. D'un point de vue gustatif, l'acidité naturelle des agrumes équilibre vraiment les saveurs, ça rehausse un plat, ça réduit spontanément le besoin d'ajouter plus de sel, plus de sucre, plus de gras. Puis on a comme cette sensation de fraîcheur presque nettoyante là, après un repas plus riche. C'est simple, mais ça fait toute la différence à table. Moi, personnellement, j'adore mettre du jus de citron, par exemple, sur un poulet rôti ou sur Ah, des miam. petites côtelettes d'agneau. Là, j'adore le goût que ça donne. On a tendance à utiliser le citron surtout pour les poissons, hein, Oui. mais l'utiliser avec le poulet, c'est délicieux, vraiment complètement délicieux. Et vous pouvez ajouter des petits zestes dans une mayonnaise de votre que vous aimez beaucoup. Les petits zestes de citron dans une mayo, ça va aussi venir rehausser le goût. Ça va être extraordinaire. Essayez-le. Je vous le dis, c'est délicieux. Cinquième catégorie, les noix, les amandes, les olives. Les noix, les amandes, c'est riche en bons gras, on le sait, c'est riche en fibres, en micronutriments comme le magnésium qui joue un rôle dans la stabilité de l'insuline et la régulation du stress. Les gras naturels des noix, des amandes, des olives, ça va aussi aider à ralentir l'absorption des molécules de glucose. Ben ça va atténuer les fameux pics glycémiques. Ça va vous aider aussi à prolonger votre satiété. Puis si on revient spécifiquement sur les olives, ben ça contient l'acide oléique et des polyphénols qui sont uniques à l'olive. Leur saveur très marquée aide à compléter une assiette, un plateau de façon satisfaisante. Puis ça, ben, ça va réduire naturellement votre besoin de grignoter, de picorer. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a donné un autre terme pour ça, grignoter. Mais je ne l'ai pas retenu, mais je me suis dit, un jour, je vais demander à Evelyne, elle va me dire, oui, oui, c'est ceci. Ça dit-tu quelque chose? Ça commence par G aussi, comme grignoter, mais c'est un autre nom. Bref, Non, non? ça me dit rien. Écrivez-nous. Écrivez-nous pour nous dire c'est quoi. Sur le plan émotionnel, quand on mange des olives, quand on mange des noix, ben ça nous procure un genre de calme au niveau alimentaire parce que ce sont des aliments qui sont denses en nutriments. Oui, le corps aime manger et aller chercher des nutriments, hein, contrairement, par exemple, manger des chips. On aime manger Du des chips. vide. Ouais, mais le corps, il est comme, ouais, il y a rien qui rentre à part du gras, du Ouais, ouais. sel, du sucre, des calories, mais sinon, il y a pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres là-dedans. Mmh. Sixième position, herbes, aromates et condiments naturels. Un autre Miam. élément vraiment emblématique de la cuisine méditerranéenne, c'est l'utilisation généreuse d'herbes fraîches, d'aromates, le romarin, le thym, la menthe, le persil, l'origan, l'ail, l'oignon, etc. Ces ingrédients-là sont souvent considérés comme de simples ajouts de saveur, mais scientifiquement, ils ont plusieurs effets intéressants. Plusieurs herbes méditerranéennes sont riches en polyphénols, hein, les composés anti-rouille pour notre corps. Ça soutient les mécanismes naturels de défense du corps. Certains de ces composés aident aussi à moduler la réponse inflammatoire, donc le système immunitaire. Là, dire, wow, 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 on se module, on se calme, on a une réponse appropriée à un envahisseur quelconque, un virus, une bactérie. Hein, on réagit de manière proportionnée. Ça peut même influencer positivement la sensibilité à l'insuline. Du point de vue digestif, les aromates stimulent naturellement les enzymes digestives, ce qui peut rendre les repas plus confortables, surtout pendant les fêtes où les assiettes sont parfois un petit peu plus riches et généreuses que d'habitude. Moi, tu vois, ce que j'aime beaucoup des herbes, des aromates, c'est que ça permet d'ajouter plein de goût sans augmenter le sel, le sucre, le gras. Donc, on vient vraiment rehausser. Ça crée une profondeur aromatique. Ça crée aussi de la fraîcheur. C'est frais des herbes. Ça crée de l'équilibre. Puis ça va complètement transformer les plats simples en des plats coureux. Les herbes, ça donne aussi une impression de légèreté, même quand les recettes sont euh, généreuse. C'est lourd, non, c'est délicieux, mais avec une touche de légèreté. Puis elles sont faciles à intégrer avec un filet d'huile, jus de citron, comme tu le mentionnais tantôt, des herbes hachées. Immédiatement, on se sent en Méditerranée. On dit, ah, et voici, c'est un plat méditerranéen. Ça demande pas vraiment beaucoup plus de travail, alors essayez-le. Les herbes, les aromates, ça joue un rôle aussi bien dans le plaisir, dans la bouche, le plaisir gustatif, que dans l'équilibre métabolique. Et c'est pour ça que ça en fait des alliés précieux pour un menu festif.
Et là, je vous propose de comparer les menus traditionnels québécois et méditerranéens. Notre menu traditionnel québécois des fêtes. On constate que c'est riche. Et puis, ben ça se comprend. Ici, il fait fret l'hiver et nos ancêtres ne l'avaient pas facile. Hein? Il fallait être actif physiquement, il fallait aller faire du bois pour mettre une bûche dans le poêle à bois, il fallait aller la bûcher. Là, il fallait nourrir les animaux, il fallait gérer 12 enfants, etc. Hein? Qu'on n'avait ni le frigo, ni le désir de manger des petites bouchées de laitue iceberg avec un petit peu de confit de tomates séchées. C'est pas ça le Québec de jadis. Hein? On y allait plutôt avec la viande de chasse, qui a plutôt cédé la place ensuite au pâté à la viande, au ragoût de pâte de cochon, pommes de terre, sauce épaissie à la farine. La dinde rôtie, qui est une influence américaine, est apparue vers 1940-1950 au Québec, qu'on accompagne de sauce au canneberge, qu'on appelle ici de la sauce aux atokas, parce que c'est le nom iroquois. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelait chez nous, c'était de la sauce aux atokas. C'est comme ça qu'on appelle les canneberges en iroquois. Ici, ce qu'on mange, c'est lourd, c'est soutenant parce qu'on a fret, puis parce on savait aussi à l'époque que toute cette énergie-là, ben, de toute façon, on allait la dépenser. En tout cas, je dis, on allait la dépenser. D'ailleurs, faisons un petit détour, puis moi, j'ai une question quiz pour toi. Vas-y, vas-y. Quand serait apparue au Québec la fameuse tourtière du lac Saint-Jean, la seule qui a le droit de porter le nom de tourtière? Et puis tant qu'à faire, explique-moi donc la différence entre la tourtière et un cipaille. OK. Bon. Loin de moi l'idée de me faire passer pour une experte. Je ne suis pas une experte en tourtière, OK? Fait que je vais vous dire ce que je sais, puis s'il y a des auditeurs du lac qui veulent me corriger, ne vous gênez pas, écrivez-nous, je ferai mon mea culpa. Donc, moi, je suis née à Rimouski, très loin du lac Saint-Jean, de l'autre bord du fleuve. Mais chez nous, on a toujours mangé du cipaille pendant les fêtes. Puis ça, c'est mon père qui appelait ça de même. Mon père, il n'est pas originaire du lac Saint-Jean, mais sa famille avait un chalet à Saint-Henri-de-Taillon, donc Pas au loin. lac Saint-Jean, puis ils passaient leurs étés là. Je sais pas si c'est ça qui les a influencés ou quoi, parce que chez eux, ils mangeaient du cipaille, ils mangeaient pas de la tourtière. Mais là, moi, quand je vais dans ma belle famille qui habite le village de Péribonka, hein, c'est le village de Maria Chapdelaine, si vous vous rappelez de votre littérature québécoise du secondaire, personne n'appelle ça autrement que de la tourtière. C'est ça le bon mot, puis il y en a pas d'autre. Fait que en plus, je vais en profiter pour dire en passant que la tourtière de mes beaux-parents, c'est un délice irrésistible. Je confirme. Elle est vraiment Bref, bonne. pour répondre à ta question, Sophie, je vais commencer par m'aventurer sur un terrain très glissant, des différences entre ces deux mots. Moi, j'ai un bac en traduction puis une maîtrise en linguistique. Alors, les mots, pour moi, ça a toujours été quelque chose de passionnant, de fascinant, de très intéressant. Donc, le cipaille, qu'on écrit Cipaille, serait originaire de la Gaspésie et viendrait du mot si, comme la mer, et paille, comme la tarte, donc une tarte de mer en français. Une tarte de fruits de mer, probablement plus. Hein. Ouais. Mais certains disent que c'est plutôt parce qu'on mettait jadis 6 couches de pâte, donc 6 pâtes. Au lieu de dire 6 pâtes, 6 pâtes est devenu 6 pâtes, 6 pailles. Bon, 6 pâtes. Finalement, en fait, c'est une grosse tarte. C'était une grosse tarte, puis il y en a encore qui font ça. Là. C'était une grosse tarte multicouche. T'sais, on mettait une pâte dans le fond, des cubes de viande, des cubes de patates, une autre couche de pâte, puis jusqu'à ce qu'on se rende sur le rebord, puis on termine ça avec une dernière couche de pâte. Là. Et puis, c'est toujours des cubes de viande mélangés à toutes sortes de viande, là, de la viande sauvage, du porc, du bœuf, etc. Ce qu'on a sous la main, en fait. Et puis, on met ça dans le four, puis on fait cuire ça pendant plusieurs heures. Mais vers 1840-1850, il y a eu lieu la colonisation du lac Saint-Jean, en fait. Hein, des gens de la Gaspésie, de Charlevoix sont partis coloniser le lac Saint-Jean. Puis, quand tu colonises une nouvelle région, là, écoute, t'es bien occupé. T'as de la terre à défricher, alouette, fait que pas le temps de faire 6 couches de pâte. Ils ont décidé d'en mettre une dans le fond, puis d'en mettre une sur le dessus, et puis voilà. Envoyé dans le four. Fait que la même affaire avec des cubes de viande, des cubes de patates, tout mélangés avec des épices, des herbes, des fines herbes, etc. Puis
Ah ouais, dans le four. Et quelques années plus tard, en 1860 très précisément, mais il y a une recette officielle de la tourtière du lac Saint-Jean qui est apparue dans le livre de recettes La nouvelle cuisine canadienne. D'ailleurs, sais-tu, ma chère, que la tourtière du lac Saint-Jean est actuellement étudiée pour être reconnue comme patrimoine immatériel du Québec? Mhm. Uhum. Notamment grâce au travail d'une étudiante de l'Université Laval qui a mené une enquête sociologique. Puis elle parle surtout de son rôle central dans les rituels familiaux et régionaux, les fêtes, les mariages, les funérailles. Bref, aucune reconnaissance officielle encore, mais j'avoue que ce serait vraiment chouette, tu sais, puis je pense que c'est vraiment bien mérité. En effet, bien d'accord avec toi. Ta belle famille va être très contente. Absolument. Et moi aussi, d'ailleurs, franchement, c'est un plat typiquement québécois. Alors, mettons-le en valeur. Mettons en On n'en valeur a pas notre beaucoup. patrimoine. On n'en a pas beaucoup des plats Effectivement. typiquement québécois, là, on n'en a pas beaucoup. Mm. Bon, fin du détour. Revenons au menu traditionnel québécois. Donc, de nos jours, on a encore envie d'aller vers un menu qui est lourd, qui est riche, qui va aussi inclure plein de douceurs, hein, comme, des beignes qui nous viennent de France, de la tarte au sucre, du sucre à crème, du fudge, des pêtes de serre et bien sûr la fameuse bûche de Noël, elle aussi venue de France. Il n'y a rien de mal à ça. Vraiment, ça, c'est nos habitudes culturelles et familiales, puis ça a sa place dans nos foyers. Sur le plan métabolique, hein, cette combinaison de viande, farine, beurre, sucre et autres ingrédients lourds, surtout si on se sert de généreuses portions, mais évidemment que ça peut entraîner des variations rapides du taux de sucre dans le sang, ainsi qu'une mobilisation de l'énergie du corps vers la digestion, hein. On est fatigué après un repas, on est plus somnolent quand on vient de manger beaucoup, là, on n'a pas envie d'être actif, on a juste envie de comme s'écraser puis, chiller un petit peu là, tu sais. La fatigue, en soirée aussi et les petites fringales. Alors même si on a la bédaine bien pleine, l'appétit peut revenir encore à cause justement de ces variations-là dans la glycémie. Et de l'autre côté, quand on s'inspire d'un repas méditerranéen festif, on tombe dans un univers de saveurs vraiment différentes, tout aussi chaleureux. Un agneau ou un poulet rôti aux herbes, un poisson qui est cuit doucement avec du citron, de l'huile d'olive, des légumes rôtis parfumés, des olives en apéro, un peu de fromage, quelques noix et en dessert, quelque chose de simple et léger comme des agrumes avec un soupçon de cannelle. Ces plats-là sont souvent plus riches en protéines, en bons gras, en bonnes fibres. Ça, ben, ça favorise une énergie plus stable, puis une sensation de satiété qui est plus durable. Et le plus beau, c'est qu'on reste avec le plaisir, on est dans la gourmandise, mais avec une impression de légèreté après le repas. Oui, exactement. On mange à satiété. On en profite de ce repas-là, mais on n'a pas la sensation de lourdeur comme si on avait une brique qui venait nous tomber dans l'estomac. Mettons qu'on comprend qu'il fait pas aussi froid en Méditerranée qu'au Québec et que leur repas festif avait moins besoin d'être riche en gras, en énergie. Mais de nos jours, la plupart des Québécois, ils viennent pas d'aller bûcher une corne de bois avant de venir s'asseoir à la table. Puis ils n'ont pas besoin d'aller nettoyer les tables tout de suite après. Donc, on peut convenir qu'on dépense quand même moins d'énergie de nos jours et qu'on pourrait choisir d'adapter une partie du moins de nos menus festifs pour qu'ils soient un peu moins lourds. On veut pas renier nos traditions, on veut les enrichir, mais on veut s'ouvrir aussi au monde. Plus, on pourrait dire qu'au Québec, de toute façon, on a toujours enrichi nos traditions avec Tout à celles fait. des autres, hein. Nos habitudes alimentaires, bien sûr, ont été influencées par les Autochtones, ensuite par les Anglais, ensuite par les Américains, puis depuis quelque temps, les traditions des nouveaux arrivants et commencent à enrichir les nôtres et on regarde aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde. On a toujours fait ça, puis je pense que c'est une grande richesse de pouvoir s'ouvrir avec curiosité Tout à sur le fait. monde qui nous entoure. Là, on vous fait quelque chose d'un peu spécial parce que pour cet épisode, l'astuce de la semaine, ça va être une avalanche de super astuces pour un Noël en bonne santé métabolique et un nouvel an dans le bien-être. Alors, on vous offre 6 astuces, rien de moins. Première astuce, commencez chaque repas par des protéines. Contexte, OK? Imaginez-vous, là. Vous êtes chez vos beaux-parents.
il y a devant vous une superbe table garnie de multiples plats aux odeurs alléchantes dont plusieurs sont vos préférés et ne sont préparés qu'une seule fois par année par une matante très patiente. Votre cerveau et vos beaux-parents qui ont passé l'après-midi au fourneau. Là, votre cerveau, là, il est catégorique, en tout cas le mien. Il dit: «On va goûter à tout!» Écoute, il peut en rentrer des choses dans une petite assiette en carton, là, hein, quand tu te forces, là. Fait qu'avant de vous lâcher lousse sur le buffet puis de sortir de table en roulant, pensez à commencer votre repas par une source de protéines, peu importe laquelle. Ramassez quelques tranches de dinde rôtie, un peu de porc, ramassez des crevettes, du poulet avec la petite peau croustillante, quelques œufs farcis, du tofu sauté, du gigot d'agneau. Peu importe, prenez une protéine que vous aimez et c'est celle-là que vous mangez en premier. Pourquoi? Ben, parce que les protéines activent des hormones de satiété qui vont ralentir la digestion des glucides, puis ça va aider à stabiliser votre glycémie, votre taux de sucre sanguin. Et quand le glucose monte plus doucement, ben, il y a moins de variations dans l'énergie. Ben, conséquemment, on a moins de fringales, puis on se sent beaucoup plus stable tout au long de la soirée. Et dites-vous qu'après vos protéines, ben, vous pouvez faire une petite pause, puis aller ensuite vous aventurer dans le reste des délices. Ça va être une stratégie douce, pas restrictive en soi, mais juste une manière plus intelligente, plus bienveillante de vous guider dans le repas. Si jamais vous vous dites: «Ah mon Dieu, il me semble que c'est la première fois que j'entends parler des protéines», ben Ça se allez peut. écouter ben oui, ça se peut. Allez écouter nos épisodes 31 et 35. On a fait le tour de l'importance des protéines dans notre alimentation. Numéro 2, ajoutez de l'huile d'olive sur vos légumes. Oui, vraiment. Pas de culpabilité. L'huile d'olive extra vierge, moi j'adore première pression à froid en passant. Avec ses gras monoinsaturés, ses polyphénols contribuent à ralentir l'absorption du sucre, donc des glucides, des molécules de glucose qui se trouvent dans les aliments qu'on consomme. Et ça aide à améliorer la sensation de satiété. Et bien au-delà des bienfaits, ben, ça change tout dans l'assiette. L'huile d'olive enrichie enrobe en fait les légumes, les rend plus savoureux, plus satisfaisants. Ça augmente naturellement votre plaisir à manger des légumes. C'est un petit geste, hein, c'est pas grand-chose, mais ça transforme l'expérience et ça aide réellement à stabiliser l'énergie après le repas. Troisième astuce, c'est d'aller faire une marche de 10 minutes après les repas. Et là, si on pouvait mettre la marche après un repas dans une pilule, ben, ça serait le médicament le plus prescrit au monde. Et là, on parle d'une marche douce de 10 minutes, pas une grosse séance de sport, juste se mettre en mouvement parce que ça va aider vos muscles à venir utiliser le glucose qui circule sans requérir l'aide de l'insuline. Le résultat, au bout de tout ça, c'est que votre glycémie va baisser d'une façon plus harmonieuse, vous allez mieux digérer et vous allez éviter les fameux coups de fatigue qui arrivent parfois après les repas quand ils sont trop copieux. Puis là, en plus de ça, pour se faire du bien mentalement, ben ça va vous aider à vous aérer l'esprit, à vous calmer, à vous aider à vous recentrer. Et ça, ben c'est un cadeau qui est gratuit, qu'on peut s'offrir en tout temps. Puis là, pas besoin d'y aller tout seul comme un croton, hein? Recruter des membres de la famille, aller marcher ensemble. Puis ceux qui veulent pas, ben ils feront la vaisselle. Voilà. Je vote pour ça, moi. Quatrième astuce, remplacer un dessert ultra transformé par une option maison plus simple. Encore une fois, on ne veut pas dire ah ça c'est interdit, on ne veut pas moraliser. C'est simplement une question d'équilibre, hein. Les desserts ultra transformés du commerce contiennent souvent beaucoup de sucre ajouté, puis des ingrédients hein, qui font monter la glycémie rapidement ou qui peuvent avoir divers effets secondaires indésirables, par exemple dans le microbiote, entre autres, mais pas juste ça. Ah, des colorants, des édulcorants, des émulsifiants, Des agents de des av- texture. oui, tu sais, des ingrédients qu'on lit sur l'étiquette puis qu'on reconnaît pas vraiment, là, ben, tout ça, c'est pas nécessairement bon pour notre santé puis notre tube digestif. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut, si on est pour manger du dessert, puis on a bien le droit pendant le temps des fêtes, ben, manger un dessert maison, même s'il est très sucré, mais en tout cas, ça aura généralement quand même une structure qui est différente. Il y a plus de fibres, il y a plus de vrais ingrédients, il y a moins de cochonneries puis d'affaires, tu sais, en tout cas, des, Ajouté. des- d'a-
ajoutés à faire industriels. Donc, tout ça, ça va avoir un impact plus doux sur le métabolisme, sur le microbiote, le tube digestif. Ça peut aussi être des agrumes comme dessert. Hein. C'est pas typique de nos jours au Québec de manger un agrume comme dessert, mais nos parents nous rapportent qu'ils avaient la fameuse orange dans le Orange. bas de Noël, une par année. C'était donc bien délicieux. On s'est éloigné de ça, mais c'est vrai qu'une orange, c'est délicieux. Une bonne orange, ça peut être très bon. Ça peut aussi être un gâteau à l'huile d'olive. On a une recette de gâteau à l'huile Délicieuse. d'olive. Oui, dans notre livre La cuisine méditerranéenne métabolique. Ça peut être un yogourt grec avec quelques noix. Quelque chose de simple, de délicieux, mais qui laisse le corps un peu plus serein, disons. Parfait, ça. 5e astuce, servez moins de pain et plus de légumes, des légumes rôtis, des salades fraîches. Le pain, on dirait que du moment où on le met sur la table, ça devient automatique. On le voit, on le prend, puis on dirait qu'on perd complètement. On le trouve bon parce mettons qu'on n'en mange pas souvent, puis on se dit ah oui juste un morceau, puis on finit par en manger plusieurs. Et ça, ben, je pense que c'est comme codé dans notre génétique parce que jadis, le pain, ça aidait à combler les besoins énergétiques. On va s'entendre qu'en 2025, notre corps a plus besoin d'être comblé énergétiquement. On est plutôt de l'autre côté, dans la surabondance d'énergie. Fait que si on s'affaire à remplacer une partie du pain par des légumes rôtis, ben, c'est une façon très naturelle d'augmenter nos fibres, les micronutriments, ça va réduire la charge glycémique, bien évidemment, et on peut en manger sans se sentir privé. C'est délicieux. Les légumes rôtis ont un petit côté caramélisé, croustillant. C'est naturellement sucré. Ça fait que tout le monde en mange, même les enfants. Quand je fais mes brocolis braisés au four à l'huile d'olive, mes gars se battent pour prendre la dernière portion. J'ai des amis qui sont déjà venus à la maison puis ont dit « Mais comment tu fais pour leur faire manger du brocoli? » Bah, je les fais braiser au four avec de l'huile d'olive. Voilà, vous avez mon truc de maman pour faire manger des brocolis. Puis si on ajoute des herbes puis du citron, ben, c'est clair que c'est impossible à résister. J'adore. Je suis un peu seule dans mon camp, là, si je te regarde, Sophie, et ma famille, mais moi, j'adore les choux de Bruxelles braisés Ah, au mon lardon miam, miam, dans le miam, four. miam. Miam, miam. 6e astuce. Si vous buvez de l'alcool, buvez eau et alcool en alternance. Hein. Excellent. Pendant les fêtes, il y a souvent un peu plus d'alcool, parfois un peu trop. Et encore une fois, on n'est pas ici pour vous dire quoi faire ou quoi pas faire, seulement pour proposer des approches qui soutiennent le bien-être. Donc, si vous consommez de l'alcool, on se rappelle que vous avez toujours le droit de dire non merci. Hein? Vous avez le droit. Ne cédez pas à la pression des autres. Vous pouvez aimer les autres, faire le party avec les autres, sans nécessairement boire un verre d'alcool que vous ne désirez pas boire. Mais si vous en buvez, alternez. Un verre d'eau, un verre de vin. Un verre d'eau, un verre de vin, c'est une manière douce de profiter du moment tout en limitant les effets métaboliques. Moins de déshydratation, un impact glycémique plus modéré, une meilleure clarté mentale tout au long de la soirée, un meilleur sommeil plus tard. On s'en Et souvient plus le lendemain. Le lendemain, on se souvient plus de notre soirée. ben oui, effectivement, c'est ça qu'on veut. On veut garder ces beaux souvenirs-là du temps des fêtes, du temps qu'on passe avec les gens qu'on aime, si on a cette chance. Petit bonus, ça fait durer le plaisir sans vous alourdir. Donc, on ne devient pas complètement éméché tôt dans la soirée. On ne devient pas ce mononcle ou cette matante là, qui dit et fait n'importe quoi ou qui tombe endormi en ronflant sur le divan pendant que les enfants tournent autour en riant. On n'a pas besoin d'être cette personne. Si vous voulez en savoir plus sur l'alcool et la santé, écoutez entre autres nos épisodes 18 et 46 sur le sujet. 7e astuce bonus. Bonus! Bonus! Trouvez-vous une épicerie méditerranéenne proche de chez vous ou faites un peu de route, ça vaut la peine. Et en entrant, laissez-vous inspirer. Près de chez moi, près de chez toi d'ailleurs, Aussi. Evelyne, on a la chance d'avoir un supermarché Adonis. C'est fou, tu rentres là, tu te sens en Méditerranée. Particulièrement, ben, je veux que tu me confirmes, là, mais habituellement, quand tu rentres dans une épicerie, les aliments frais, là, c'est une petite balai, c'est une petite, un petit contour à droite dans le fond, puis quelque part au milieu quand tu traverses l'allée des huiles d'olive. Mais globalement, les produits frais, il y en a peu.
quand tu rentres chez Adonis, la portion de produits frais, elle prend pratiquement la moitié de l'épicerie, donc on y trouve vraiment de tout. Il y a de magnifiques comptoirs d'herbes fraîches, de fruits qui viennent de la Méditerranée, qui sont moins connus ici, mais qui gagnent à être dégustés, à être goûtés. Ils ont des noix rôties, ils ont des vinaigrettes, des fromages, des viandes marinées, des poissons entiers. Bref, de tout pour rehausser vos festivités du temps des fêtes. D'ailleurs, les supermarchés Adonis, il y en a plusieurs dans la province, hein. Moi, personnellement, je pensais que c'était plutôt dans la région de Montréal, mais oui, il y en a à Montréal, bien sûr, mais il y en a aussi Laval, Brossard, Gatineau, Dollard-des-Ormeaux, Anjou et Québec. Et il y en a même en Ontario, à Ottawa, Mississauga, Scarborough puis Dundas. Moi, Très bien. perso, j'adore aller chez Adonis, sincèrement. Tout est frais. J'ai juste envie de tout. Me prendre un de chaque, me mettre ça dans mon panier, vraiment. En fait, ça me rappelle beaucoup quand j'avais 25 ans. Je suis partie faire le tour du monde avec mon sac à dos, puis j'ai passé tout l'été sur une île grecque à travailler comme femme de chambre dans un hôtel. Puis après, je suis partie voyager dans les îles, en Turquie, en Syrie. Bon, puis ensuite, je suis partie en Afrique, puis voilà, là. Mais j'ai vraiment adoré les îles grecques et leurs traditions culinaires. Tout était tellement bon, tellement frais tout le temps. Bref, quand je vais chez Adonis, je voyage. Et puis, j'en profite pour me faire cuire sur place un gros poisson blanc que je rapporte à la famille. En fait, les gens ne savent pas ça, là, mais on peut aller chez Adonis pour leur dire tel gros poisson, là, le lendemain, faites-moi le cuire avec telle recette. Là. Tu sais, ils en proposent. Puis pendant que tu fais le reste de ton épicerie, ton poisson cuit, puis après ça, tu peux l'emporter. Puis voilà, le souper pour la famille est déjà prêt. Tiens-toi, une pierre deux coups. Je ne savais pas ça. Je garde cette astuce. Puis tu vois, moi, je suis pas tant capable de t'imaginer que tu faisais du ménage dans des chambres d'hôtel. Hey là! Moi, je trouve ça plus crédible que ma toute première job, hein, qui était d'être caissière dans un restaurant McDonald's Ouais, à ouais. Toronto, alors que je parlais pas pantoute un mot du mot d'anglais et que c'était la période du référendum au Québec. OK. Alors, je suis prête à concéder que si je compare ça entre le McDo puis la femme de chambre dans les îles grecques, ben oui, clairement, t'es plus femme de chambre les îles grecques. Euh, Ma bouche bifurque. bon, on s'éparpille un petit peu, hein? OK. Alors, pour les astuces du temps des fêtes, chers auditeurs, si vous avez d'autres astuces santé pour un temps des fêtes qui va vraiment aider votre corps et votre tête à se reposer et à se sentir bien, envoyez-nous ça à info à commercial solution au pluriel santé.ca. On est toujours preneuse d'idées et de trucs pratico-pratiques testés sur le terrain. Ça, c'est des mines d'or. N'en privons pas. Ne vous Écoute, ta bouche, elle s'améliore pas, là. En fait, pas assez de café encore, mais s'il vous plaît, privez-nous pas de ces perles-là. On veut les avoir aussi. Puis surtout, ce qu'on aimerait vous laisser avec ce dernier podcast de 2025, de retour en janvier 2026, c'est une invitation, mais une invitation super simple. Pas une injonction, pas une transformation radicale, juste l'idée peut-être que ce Noël, ben vous pourriez glisser un petit peu de Méditerranée dans votre façon de cuisiner, dans votre façon de recevoir. Puis parfois, on a juste besoin de commencer par des petites choses, un filet d'huile d'olive au lieu d'une sauce plutôt lourde, privilégier une cuisson plus lente, plus douce, cuire un poisson en entier et le lendemain de Noël, pour manger plus léger, par exemple. Euh, un petit changement. Une invitation toute simple. Bref, ce qu'on retient de la Méditerranée, c'est pas la perfection, hein, c'est le plaisir accessible, c'est l'idée qu'on peut cuisiner avec des ingrédients frais, avec générosité, sans cette lourdeur, cette richesse énergétique qui accompagne les fêtes. Et on peut se concentrer à rendre notre table tout autant accueillante et vivante, hein. Le plaisir, c'est pas juste dans l'assiette non plus, hein. Fait que concentrons-nous aussi sur l'ambiance, sur les conversations, sur le fait d'être ensemble. Et ça, ben, on peut l'obtenir sans se mettre de la pression, sans aller dans les excès et sans perdre le sens du moment.
Puis là, on veut vraiment insister sur cette partie-là. Il y a jamais une seule façon de faire les choses ou de bien faire les choses. Si vous avez des traditions qui vous réchauffent le cœur, ben gardez-les précieusement, transmettez-les avec autant de préciosité. J'aime ça inventer des mots. S'il y a certains d'entre vous qui ressentez qu'il y a d'autres traditions qui sont plus pesantes ou qui vous épuisent, ben c'est celles-là que vous pouvez ajuster doucement, sans culpabilité, les mettre à un niveau où vous allez vous sentir mieux. Puis là, si jamais il y a de la place pour du nouveau, ben apportez une touche de Méditerranée dans votre table cette année. De notre côté, on vous souhaite des fêtes remplies de lumière, d'authenticité, de vraie nourriture, de choses simples, bonnes, qui font du bien à votre corps. De la nourriture qui apporte bien-être et santé, oui, mais aussi une connexion avec vous-même et avec les autres. On vous souhaite des rires, on vous Oui. souhaite de doux souvenirs qui resteront longtemps après. Et surtout, 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 beaucoup de douceur pour votre corps, pour votre cœur, pour votre esprit. Prenez soin de vous, vraiment. On va essayer de faire pareil pour nous aussi. Savourez ce qui est là, ce qui est bon, ce qui est simple. Puis on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à apprendre, à prendre soin de soi, à prendre soin de notre santé ensemble. Juste avant de vous dire au revoir, on aimerait saluer Guylaine Vaillancourt. Guylaine, tu es une femme lumineuse et nous sommes privilégiés de t'avoir connue. Nous te souhaitons bon voyage. C'est tout pour cette semaine et pour l'année 2025. Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2026 pour une autre année d'épisodes sur la santé métabolique, le poids santé et le bien-être global. Prenez soin de vous et de vos proches et soyez généreux en cette saison festive. Bye tout le monde!